Mon estomac s'est noué. Non pas de peur, ni de tristesse, mais d'une rage si froide et si contrôlée que mes articulations étaient devenues blanches à force de serrer la lanière de mon sac à main. À côté de moi, Jessica Miller, mon avocate, a posé une main sur mon bras. Je savais ce que ce geste signifiait, reste calme, Elena. C'est le moment. Parce que, voyez-vous, j'aurais pu hurler. J'aurais pu bondir de cette chaise dure et froide. J'aurais pu lui jeter à la figure les 18 années que j'avais passées à me lever à 5 heures du matin pour traduire des documents techniques pendant qu'il ronflait dans la pièce d'à côté. J'aurais pu dire à tout le monde combien de fois j'étais resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour terminer des contrats en allemand. En anglais et en français, la lueur de l'écran d'ordinateur me brûlant les yeux alors qu'il rentrait à la maison sentant le parfum d'une autre femme et se plaignait que le dîner était froid. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste pris une profonde inspiration. J'ai senti l'odeur du vieux papier et du café réchauffé de ce tribunal de Denver. J'ai entendu le ronronnement du vieux climatiseur qui cliquetait dans le coin. J'ai regardé le juge, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et aux lunettes de lecture, qui griffonnait quelque chose avec un stylo Bic bleu bon marché. Puis le juge a levé les yeux de son papier, a ajusté ses lunettes et a regardé Robert. Mon ex-mari était assis là, de l'autre côté, dans son costume gris et sa cravate bleu marine, avec cet air de quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation. Il avait toujours cette posture directeur des ventes pour une multinationale, homme prospère et respecté, le pourvoyeur, le récit qu'il avait vendu à tout le monde pendant près de 2 décennies. Monsieur Foster, a dit le juge d'une voix lasse, comme quelqu'un qui avait entendu tellement de mensonges dans sa vie qu'il n'était plus impressionné. Affirmez-vous sous serment que votre femme n'a jamais travaillé pendant le mariage? Rob n'a même pas hésité. Il s'est redressé sur sa chaise, a passé une main dans ses cheveux gominés et a répondu avec cette conviction exaspérante. C'est exact, votre honneur. Elle est restée à la maison. J'ai tout payé, l'électricité, l'eau, l'école des enfants, les courses, l'assurance maladie. Tout. J'ai les reçus ici même si vous voulez les voir. Tout est à mon nom, tout provient de mon compte. J'ai vu son avocate, une femme blonde en talons hauts avec une mallette en cuir coûteuse, hocher la tête en signe d'accord comme pour dire, c'est vrai. Vous pouvez lui faire confiance. J'ai vu mon fils, Peter, qui était assis sur le banc derrière moi. Il avait insisté pour venir même si je lui avais dit de rester à la maison serrer les poings. Il savait. Mes enfants savaient. Mais personne d'autre que moi, Jessica et Sarah, ma meilleure amie, ne savaient exactement combien j'avais économisé. Le juge a tapoté ses doigts sur le bureau, puis a regardé Jessica. Maître, la défense a-t-elle quelque chose à dire concernant cette déclaration? Jessica s'est levée lentement. Elle était impeccable, un tailleur-pantalon noir, les cheveux attachés, avec l'air de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a posé sa mallette sur la table, l'a ouverte calmement et en a sorti une clé USB et une petite clé USB rouge insignifiante qui contenait 18 ans de ma vie. Votre honneur, a-t-elle dit de sa voix ferme, ma cliente souhaiterait présenter des preuves documentaires qui contredisent totalement les affirmations du défendeur. Rob a laissé échapper un petit rire. Je l'ai entendu. C'était bas et moqueur, comme s'il pensait, quelle preuve? Elle n'a rien. Le juge a pris la clé USB et l'a branchée sur son ordinateur. La salle est devenue silencieuse, à l'exception du cliquetis de la souris au fur et à mesure que les fichiers s'ouvraient. Puis le juge a commencé à faire défiler l'écran lentement. Ses yeux descendaient, descendaient, descendaient. J'ai vu le moment exact où il a compris. Il a arrêté de faire défiler, est revenu en haut, a ouvert un dossier, puis un autre encore. Il a ouvert un PDF, a zoomé, a lu, puis, pour la première fois depuis que nous étions entrés dans cette salle, j'ai vu cet homme de 60 ans qui avait probablement tout vu dans sa carrière froncer les sourcils. Il a enlevé ses lunettes, les a essuyées sur le PAN de sa cravate, les a remises, a regardé l'écran à nouveau, puis s'est tourné vers Robert. Monsieur Foster, a dit le juge, et je jure que l'on pouvait couper la tension dans cette pièce avec un couteau. Je vois des dépôts mensuels sur un compte joint à votre nom et à celui de Madame Elena Foster, d'une moyenne de 4 500 $, effectués par Madame Elena Foster de mai 2007 à mars 2025. Cela revient à, laissez-moi faire le calcul. Cela fait 18 ans, 216 mois. Environ 972 000 $. Monsieur, êtes-vous certain que votre femme n'a jamais travaillé? Le silence. Mon Dieu, le silence.
J'ai entendu Rob déglutir avec difficulté. J'ai vu le sang quitter son visage. Son avocate l'a regardé avec une expression qui disait « Qu'est-ce que tu m'as raconté, au juste ?» Et le juge a poursuivi « Parce qu'ici, Monsieur Foster, je vois aussi. » Ah, comme c'est intéressant. Un reçu de virement bancaire de Madame Elena Foster d'un montant de $100 000 pour la compte d'une propriété résidentielle acquise en 2009 sur Maple Avenue dans le quartier de Washington Park, à Denver. Cette propriété est la résidence où vous vivez actuellement, n'est-ce pas? Rob a ouvert la bouche, l'a refermée et l'a rouverte. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. Votre honneur, c'était. Et là, le juge a continué, feuilletant maintenant d'autres pages. Je vois un reçu de $50 000 pour une rénovation complète de la propriété en 2012, payé intégralement par Madame Foster. Monsieur Foster, juste pour que je comprenne bien, la maison dans laquelle vous vivez, dont la compte a été payée par votre femme, dont la rénovation a été payée par votre femme. Et à laquelle votre femme a contribué mensuellement pour un montant dépassant 80% des revenus du ménage pendant 18 ans. Vous me dites qu'elle n'a pas travaillé? J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'était de la puissance. C'était le sentiment que, finalement, quelqu'un voyait, quelqu'un écoutait et quelqu'un croyait. Rob a essayé de reprendre contenance. Il est doué pour ça. Il a toujours été doué pour se ressaisir, pour renverser la situation, pour vous faire douter de votre propre réalité. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, ma femme. Mon ex-femme. Elle a fait quelques piges en freelance, oui. Des traductions. Mais ce n'est pas un vrai travail. Elle était à la maison devant l'ordinateur. Elle n'avait pas d'horaire, pas de patron, pas de réelle responsabilité. C'est moi qui. Des piges, a interrompu Jessica, et j'ai adoré le ton de sa voix tranchant et incisif. Votre honneur, je demande la permission de présenter des documents complémentaires. Le juge a acquiescé. Jessica a posé un dossier sur la table, un dossier épais et lourd rempli de papier. Elle l'a ouvert et a commencé à en sortir document après document. Des contrats signés entre Madame Elena Foster et Siemens USA pour la traduction technique de manuels d'ingénierie, totalisant $120 000 sur 5 ans. Des contrats avec Volkswagen of America pour de la traduction simultanée lors de réunions de direction, d'une valeur de $90 000 sur 3 ans. Des contrats avec l'Université du Colorado à Boulder pour la traduction académique d'articles scientifiques, d'une valeur de $52 000 sur 6 ans. Des contrats avec. Maître, a dit le juge en levant la main. Je comprends. Vous pouvez les verser au dossier. Il a de nouveau regardé Rob, et cette fois, j'ai vu quelque chose de différent dans les yeux de ce juge. J'ai vu de l'indignation. Monsieur Foster, vous êtes venu à cette audience sous serment et vous avez menti. Non seulement vous avez menti, mais vous avez tenté de discréditer le travail digne d'une professionnelle hautement qualifiée qui a soutenu financièrement cette famille pendant près de 2 décennies. Tandis que vous. Laissez-moi voir ici. Ah, oui. Tandis que vous, d'après ces relevés, qui sont également ici, dépensiez en moyenne $2000 par mois dans des restaurants, des bars et des hôtels, ce qui, d'après ce que je vois, ne coïncide avec aucun voyage d'affaires déclaré par votre entreprise. La bombe avait explosé. Je n'étais même pas au courant de cette partie. Jessica ne me l'avait pas dit. Elle avait enquêté, elle avait creusé profondément et elle avait trouvé. L'avocate de Rob s'est levée d'un bond pour tenter de protester, mais le juge a de nouveau levé la main. Rob était pâle, livide et en sueur. Il m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas souri, je n'ai pas pleuré, je paraissais juste ferme et sereine parce que j'avais attendu 18 ans pour ce moment. Et maintenant, enfin, la vérité était sur la table. Ces 15 minutes de suspension ont ressemblé à une scène de film au ralenti. Je suis sorti de cette salle d'audience, j'ai descendu le couloir du palais de justice, je suis passé devant des gens qui attendaient dans des files, devant des avocats qui discutaient à voix basse, devant des agents de sécurité qui s'ennuyaient, et chaque pas semblait résonner dans ma tête. Jessica m'a suivi, m'a conduite dans une petite pièce vide, a fermé la porte et m'a serré dans ses bras. « Tu as réussi, Elena » m'a-t-elle chuchoté à l'oreille. « Tu as réussi. » Et c'est seulement à ce moment-là, loin des yeux de Rob, loin du juge, loin de tout le monde, que j'ai laissé couler les larmes.
Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de libération et de justice, enfin. Mais pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé là dans cette salle d'audience avec une clé USB rouge pleine de preuves à la main, je dois remonter le temps. Je dois vous raconter comment tout a commencé. J'ai rencontré Robert en 2005. J'avais 23 ans, je venais d'être diplômé de l'Université du Colorado à Boulder avec une licence en linguistique et une spécialisation en traduction. Je parlais couramment l'anglais, le français et l'allemand. Ma mère, décédée 2 ans plus tôt d'un cancer foudroyant et brutal, disait toujours, « Elena, étudie les langues. Les langues ouvrent des portes. Les langues te donnent ton indépendance. » Et elle avait raison. Quand ma mère est morte, elle m'a laissé un petit héritage, $12 000. Cela peut sembler peu pour certains, mais pour moi, à l'époque, c'était tout. C'était la sécurité, un avenir. J'ai gardé cet argent comme s'il s'agissait d'or, en l'investissant dans des certificats de dépôt et des fonds communs de placement, le faisant fructifier lentement. J'ai rencontré Rob lors d'un événement d'entreprise. Il avait 26 ans, venait d'être promu superviseur des ventes dans une multinationale de pièces automobiles. Il était beau parleur, avec ce charme de l'homme ambitieux, un homme qui savait ce qu'il voulait. Il m'a séduite, je ne vais pas mentir. Il m'emmenait dans de bons restaurants, me présentait à ses amis et me faisait me sentir spécial. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an. Il m'a demandé en mariage dans un restaurant italien de Cherry Creek, avec un violoniste. J'ai dit oui, bien sûr que j'ai dit oui. J'étais amoureuse. Je croyais en lui. Je croyais en nous. Nous nous sommes mariés en 2006. Un petit mariage, juste la famille et les amis proches dans un lieu ici à Denver. Lune de miel à Key West. Nous sommes revenus et avons loué un petit appartement dans le quartier de Capitol Hill. Je travaillais déjà comme traductrice indépendante, obtenant mes premiers contrats avec de petites entreprises, sous-titrant des vidéos d'entreprise, traduisant des courriels et des documents simples. Au début, Rob était fier de moi. Il disait à ses amis, « Ma femme est traductrice, elle parle 4 langues. » Il trouvait cela intéressant, moderne et utile quand il avait besoin d'une traduction rapide pour son travail. Mais les choses ont commencé à changer quand je suis tombé enceinte de Laura en 2007. Je me souviens du jour où je le lui ai dit. Nous dînions à la table de notre petit appartement et des pâtes à la sauce Alfredo que j'avais préparées. Il est rentré fatigué du travail, se plaignant de son patron, de la circulation et de la pression. J'ai attendu qu'il mange un peu, qu'il respire, qu'il se détende, puis j'ai dit, « Rob, je suis enceinte. » Il a arrêté sa fourchette en plein air, m'a regardé et a souri. C'était un sourire sincère, je le jure. Il s'est levé, m'a serré dans ses bras et m'a fait tournoyer dans le salon. Je vais être papa. Je vais être papa. À ce moment-là, j'ai pensé que tout irait bien. Laura est née en février 2008. Un accouchement naturel, 12 heures de travail. Mais quand j'ai tenu cette petite fille dans mes bras, quand j'ai regardé ses petits yeux fermés et son visage parfait, j'ai su que j'avais trouvé ma raison d'être. Mais Rob a changé ce jour-là, lui aussi. Il a commencé à rentrer de plus en plus tard du travail. Il a commencé à se plaindre du bruit que Laura faisait la nuit. Il a commencé à dormir sur le canapé parce qu'il avait besoin de se reposer pour le travail le lendemain. Et quand je demandais de l'aide, quand je lui demandais de surveiller le bébé pendant juste 1 heure pour que je puisse prendre une douche décente, il me disait, « Elena, je travaille toute la journée. Tu es à la maison. C'est ton travail. Ton travail. » Comme si s'occuper d'un nouveau-né n'était pas du travail. Comme si se réveiller toutes les 3 heures pour allaiter n'était pas épuisant. Comme si changer les couches, donner les bains, calmer les pleurs, organiser les rendez-vous chez le médecin et les vaccinations. Comme si rien de tout cela n'avait de valeur. Mais je ne discutais pas, j'encaissais. Je le faisais. Et en plus de cela, je continuais à travailler parce que les contrats de traduction ne s'arrêtaient pas. En fait, ils se multipliaient. Siemens m'a engagé pour traduire des manuels techniques pour des équipements industriels. C'était un travail complexe qui exigeait de la précision et des connaissances spécifiques. J'étudiais la terminologie technique tard le soir avec Laura au sein, mon ordinateur portable ouvert sur la table de nuit, les yeux brûlants de fatigue. Je me souviens de nuits entières passées à traduire des spécifications de turbines tout en berçant son berceau du pied. Je me souviens de visioconférences avec des clients européens à 6 heures du matin,
encore en pyjama avec Laura endormie sur mes genoux, ma caméra éteinte. Prétendant que j'étais dans un bureau professionnel alors qu'en réalité j'étais dans notre chambre en désordre avec des vêtements de bébé accrochés à une chaise. Mais je livrais toujours à temps, toujours avec qualité. Et l'argent rentrait de 4 000 le suivant, 6 000 $ selon la charge de travail. Et où allait tout cet argent? Sur le compte joint. Celui dont Rob jurait qu'il n'était alimenté que par lui. En 2009, Rob a été promu manager. Son salaire est passé à 120 000 $ par an, et c'est là qu'il a commencé à parler d'acheter une maison. Elena, nous avons besoin d'un plus grand espace. Laura grandit. Nous avons besoin d'un jardin, de sécurité, d'un bon quartier. J'ai accepté, bien sûr. Je le voulais aussi. Nous avons commencé à chercher. Nous avons vu plusieurs maisons, puis nous avons trouvé celle de Maple Avenue à Washington Park. Elle était parfaite, 3 chambres, un jardin, un garage pour 2 voitures. Le prix était de 450 000 $. Rob est allé à la banque pour un prêt hypothécaire. Il est revenu frustré. Il demande un acompte de 100 000 $, Elena. Je ne les ai pas. Nous devrons attendre. C'est alors que j'ai dit, je les ai. Il m'a regardé, surpris. Tu as quoi? J'ai l'argent pour l'acompte. L'héritage de ma mère. Je l'ai investi. Il a fructifié. J'ai environ 140 000 $ de côté. Je n'oublierai jamais son expression. C'était un mélange de surprise et d'autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas identifier à l'époque. Aujourd'hui, je sais ce que c'était de la cupidité. Alors achetons-la, a-t-il dit. Nous utiliserons ton argent pour l'acompte et je ferai les paiements de l'hypothèque. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai viré 100 000 $ de mon compte à la société de titres. Nous avons signé les papiers. La maison était à nos deux noms à un bien commun, mais c'est moi qui ai payé l'entrée. Nous avons emménagé en mars 2009. Laura avait 1 an, et j'étais de nouveau enceinte, de Peter. Peter est né en septembre 2009. Un autre accouchement naturel, un autre marathon. Mais cette fois, Rob n'est même pas resté à l'hôpital toute la journée. Il est passé le matin, est resté quelques heures et a dit qu'il devait retourner au travail pour une réunion importante. J'étais seul avec 2 enfants dans une grande maison, à travailler, car les contrats ne s'arrêtaient jamais. Volkswagen m'a engagé pour de la traduction simultanée lors de réunions de direction. C'était bien payé mais extrêmement exigeant. Je devais être disponible, parfois à la dernière minute. Et comment ai-je géré cela avec 2 bébés à la maison? J'ai payé une babysitter de ma propre poche parce que Rob disait que si je choisissais de travailler, je devais assumer les coûts de mon travail. J'ai payé, et j'ai continué à déposer religieusement sur le compte joint chaque mois. Pendant ce temps, Rob a commencé à voyager davantage pour le travail. Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Aller à Chicago pour conclure une affaire. Aller à New York pour rencontrer un client. Aller à Miami pour une présentation. Toujours des voyages de 2 ou 3 jours, toujours avec les frais payés par l'entreprise. Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Je le croyais. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? J'étais trop occupé pour être soupçonneuse, trop fatigué pour enquêter, trop épuisé pour contester. Jusqu'en 2012, quand la maison a commencé à avoir des problèmes. Une fuite dans le toit, des fissures dans les fondations, un vieux câblage, nous avions besoin d'une rénovation urgente. Le devis est tombé, 55 000 $. Je n'ai pas cet argent pour le moment, Elena, a dit Rob. Mon salaire est bloqué dans l'hypothèque, l'école des enfants. Une école dont je payais aussi la moitié, soit dit en passant. Alors, on ne rénove pas, ai-je demandé. Tu n'as rien de côté, a-t-il rétorqué. Si. Bien sûr que si. Parce que j'étais toujours préparé. J'économisais toujours. Sur les contrats sur lesquels je travaillais, je mettais 20% de côté sur un compte d'épargne séparé. C'était mon fonds d'urgence. Si, j'en ai, ai-je admis. Alors utilise ton argent. Quand je serai remis sur pied, je te rembourserai. Il ne l'a jamais fait. J'ai payé 50 000 $ pour la rénovation. J'ai remplacé tout le câblage, refait le toit, réparé les salles de bain et peint toute la maison. La maison est devenue magnifique, sa valeur a augmenté,
et mon fonds d'urgence avait disparu. Mais j'ai continué à travailler. J'ai continué à déposer. J'ai continué à être invisible parce que c'est ce que j'étais, invisible. Je travaillais 10, 12 heures par jour. Je me levais à 5 heures du matin pour traduire avant que les enfants ne se réveillent. Je m'arrêtais pour préparer le petit déjeuner, emmener Laura à l'école, revenir, travailler jusqu'à midi, préparer le déjeuner, aller chercher Laura, l'aider pour ses devoirs, coucher Peter pour sa sieste, retourner à l'ordinateur, travailler jusqu'à 22 heures. Préparer le dîner et nettoyer la maison. Et quand je m'effondrais enfin dans mon lit, épuisé, Rob était là sur son téléphone, riant de quelque chose, faisant défiler WhatsApp. « À qui parles-tu » demandais-je parfois. « Juste des gens du boulot » répondait-il sans même lever les yeux. Je n'insistais pas, non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que j'étais trop fatigué pour me battre. Les années ont passé ainsi, 2013, 2014, 2015. Moi travaillant, déposant, élevant les enfants, entretenant la maison, étant une épouse, une mère, une professionnelle. Étant tout. Et Rob allait aux happy hours, au barbecue avec des amis, à des dîners d'affaires qui duraient jusqu'au petit matin, à des conférences qui se trouvaient toujours dans des villes sympas, à des formations qui coïncidaient avec des week-ends prolongés. Mais le pire n'était pas cela. Le pire était la façon dont il me traitait. « Elena, cette maison est un désordre. Qu'est-ce que tu fais de tes journées » disait-il. « Elena, les enfants sont si mal élevés. Tu ne leur fixes aucune limite » se plaignait-il. « Elena, tu as pris du poids. Tu ne prends plus soin de toi. Tu n'essaies même plus » critiquait-il. Et moi. Je le croyais. Je me regardais dans le miroir et je voyais une femme fatiguée avec des cernes profonds sous les yeux, ses cheveux en un chignon désordonné parce qu'elle n'avait pas le temps d'aller au salon, portant de vieux vêtements parce qu'elle donnait la priorité à l'achat de vêtements pour les enfants. Et je pensais qu'il avait raison. Jusqu'en 2023, quand Sarah m'a réveillé. Sarah est ma meilleure amie de l'université, comptable, pratique et objective. Elle est venue me rendre visite un samedi après-midi. Les enfants étaient chez leur grand-mère paternelle. Rob était reparti en voyage pour conclure une affaire à San Francisco. Nous prenions un café dans la cuisine quand elle m'a demandé « Elena, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu suis les finances du ménage ?» « Bien sûr », ai-je répondu. « Je dépose tous les mois sur le compte joint. Rob paie les factures. Est-ce que tu regardes parfois les relevés ?» J'ai hésité. « Non. » « Pourquoi ?»« Parce que tu devrais, » a-t-elle dit. Puis elle a ouvert son sac et en a sorti un dossier. « Elena, j'ai récupéré les relevés de votre compte joint. Tu m'avais donné l'accès, tu te souviens, quand tu m'as demandé d'organiser des reçus pour tes impôts. Je m'en suis souvenu. J'ai regardé par curiosité professionnelle, et j'ai trouvé des choses étranges. Mon cœur s'est mis à battre fort. Quel genre de choses ? Elle a ouvert le dossier et a commencé à me montrer des frais de motel, d'hôtel, de restaurants chers, de bijoutiers, et d'achats en ligne sur des sites de cadeaux. Elena, au cours des 5 dernières années, Rob a dépensé plus de 12 000 $ pour des choses qui n'ont rien à voir avec la maison, les enfants ou vous deux. C'est une autre vie, une vie que tu ne vois pas. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Et ce jour-là, dans cette cuisine, avec Sarah qui me tenait la main, j'ai compris. Je n'étais pas invisible, j'étais délibérément effacé. Je n'étais pas incapable, j'étais délibérément diminué. Je n'étais pas soutenu, c'était moi qui soutenais tout en étant volé. Et ce jour-là, j'ai décidé, assez, ai-je dit en essuyant mes larmes. Aide-moi, Sarah. Aide-moi à rassembler tout, chaque reçu, chaque dépôt, chaque contrat, tout. Je veux que tout soit documenté. Et Sarah a souri, le genre de sourire de quelqu'un qui sait que la guerre vient juste de commencer. J'ai déjà commencé, mon ami. J'ai déjà commencé. Au cours des 6 mois suivants, je suis devenu quelqu'un d'autre. Pas à l'extérieur, j'étais toujours la même Elena d'avant. Je me levais tôt, préparais le café, emmenais les enfants à l'école, travaillais, nettoyais la maison et préparais le dîner. Mais à l'intérieur, j'étais une femme en mission. Sarah m'a enseigné la première règle, tout documenter sans laisser de traces. Nous nous retrouvions une fois par semaine dans un café du centre-ville, loin de mon quartier, loin de tout endroit où Rob pourrait apparaître.
Elle apportait son ordinateur portable, j'apportais des clés USB, des dossiers et des notes, et nous avons commencé à assembler le puzzle. Elle a obtenu l'accès au relevé complet du compte joint sur les 10 dernières années, chaque dépôt de ma part, chaque retrait de sa part, chaque paiement et chaque transfert. Nous avons tout catégorisé dans un tableur massif. Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a montré le résultat final. « Elena » a-t-elle dit en tournant son ordinateur vers moi. « En 18 ans de mariage, tu as déposé 97 200 $ sur ce compte. Rob a déposé 540 $. Tu as contribué presque au double de ce qu'il a fait. Et tu sais ce qui est drôle? Au cours des 5 dernières années, il a retiré 190 000 $ en espèces, 190 000 $. Sans justification, sans reçu. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Où est passé cet argent? J'ai une théorie, a dit Sarah en ouvrant un autre onglet. Regarde ici. Les frais d'hôtel toujours les mêmes week-ends. Les frais sur sa carte de crédit personnelle, celle qui n'est pas liée au compte joint, dans des restaurants chers, toujours pour 2 personnes. Des achats dans des bijouteries, des boutiques de lingerie et des parfums importés. Elena, il a une autre vie et il la finance avec l'argent que tu déposes. J'avais envie de hurler, de pleurer, de frapper du poing sur la table. Mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai simplement pris une profonde inspiration et demandé, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu prends un avocat, un bon, et tu demandes le divorce avant qu'il ne le fasse en premier. Parce qu'un homme qui trompe, qui ment et qui cache de l'argent finira par vouloir se débarrasser de sa femme pour être avec sa maîtresse. Et quand cela arrivera, il essaiera de te laisser sans rien. Tu dois le devancer. C'est comme ça que j'ai rencontré Jessica Miller. Sarah m'a donné ses coordonnées. Elle est spécialisée dans les divorces contentieux et le partage des biens. Elle est chère, mais ça vaut chaque centime. Fais-moi confiance. Le lendemain, j'ai appelé et pris rendez-vous. J'y suis allé seul un jour où Rob était en voyage et les enfants à l'école. Le bureau de Jessica se trouvait dans un gratte-ciel du quartier financier, au 12e étage, une pièce spacieuse avec un immense bureau en verre et un mur de livres de droit. Elle avait la fin de la trentaine, des cheveux noirs lisses jusqu'aux épaules, des yeux marrons perçants et la posture de quelqu'un qui a tout vu et que rien n'impressionne. « Asseyez-vous, Elena » a-t-elle dit en indiquant le fauteuil en cuir en face de son bureau. « Racontez-moi tout. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Ne cachez rien. N'épargnez pas les détails. J'ai besoin de savoir exactement à quoi nous avons affaire. » Et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des 18 ans de mariage, des dépôts mensuels, de la compte, des rénovations, du travail invisible, de ses voyages, des soupçons et des relevés que Sarah avait trouvés. Je lui ai tout dit. Quand j'ai eu fini, Jessica a posé son stylo, a joint les mains et m'a regardé droit dans les yeux. « Elena, vous avez un dossier incroyablement solide, pas seulement pour le partage des biens, mais aussi pour des dommages pour détresse émotionnelle. Ce qu'il a fait s'appelle détournement de fonds conjugaux et diffamation. Vous avez travaillé, vous avez contribué, vous avez soutenu la famille, et il vous a effacé, rendu invisible, et en plus, il a détourné vos biens communs. C'est grave. Qu'est-ce que je dois faire, ai-je demandé, et ma voix était ferme, plus ferme que je ne l'aurais cru possible. D'abord, il nous faut tout documenter, relevé, reçu, contrat, déclaration d'impôt, tout. Deuxièmement, il nous faut des témoins, quelqu'un qui peut confirmer que vous avez toujours travaillé et toujours contribué. Troisièmement, il faut l'enquêter, parce que s'il dépense autant d'argent sans justification, il cache quelque chose, et nous allons découvrir quoi. Vous allez m'aider, ai-je demandé, et je crois qu'il y avait une note de supplication dans ma voix. Jessica a souri. C'était un petit sourire mais plein de sens. Elena, je ne vais pas vous aider. Je vais vous représenter. Et quand j'aurai fini, Robert va comprendre qu'il s'est attaqué à la mauvaise femme. Les 3 mois suivants ont été une guerre. Une guerre silencieuse, mais une guerre quand même. Jessica a engagé un détective privé, un homme discret et efficace d'une 50aine d'années. Il a suivi Rob pendant tout un mois, l'a photographié, filmé, tout documenté et il l'a trouvé. Rob avait une maîtresse, une analyste marketing de 32 ans, blonde, vivant dans un appartement loué dans le quartier Loïg. Et devine qui payait le loyer de cet appartement? Devine qui payait son abonnement à la salle de sport? Devine qui a acheté une nouvelle petite voiture compacte à son nom? C'est ça, Rob.
Avec l'argent du compte joint avec mon argent. Quand Jessica m'a montré les photos, j'ai ressenti une sensation étrange. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était pas de la colère. C'était presque un soulagement parce que maintenant j'étais sûr. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas paranoïaque. J'avais raison depuis le début. Il est avec elle depuis 3 ans, a dit Jessica en me montrant la chronologie que l'enquêteur avait assemblée. Il l'a rencontrée à un salon professionnel à Denver. Ça a commencé comme une liaison, puis c'est devenu une relation parallèle. Il passe les week-ends où tu crois qu'il est en voyage d'affaires avec elle. Il l'emmène au restaurant, à l'hôtel, en voyage, et il paie tout avec l'argent qui aurait dû servir à votre famille. Je veux divorcer, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé du tout. Je veux divorcer, et je veux tout ce qui est à moi de droit. Vous l'aurez, a promis Jessica. Mais nous allons le faire correctement. Nous ne l'affrontons pas maintenant. Nous allons rassembler toutes les preuves, les organiser, et quand nous aurons un dossier étanche, alors nous déposerons. Il ne saura pas ce qui lui arrive. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Pendant que je continuais à vivre cette vie d'apparence, rentrer à la maison, préparer le dîner, dormir à côté de lui, faire semblant que tout allait bien, Jessica constituait un dossier complet, relevé bancaire, reçu de paiement, contrat de travail, déclaration d'impôt, photos, vidéos et messages WhatsApp que l'enquêteur avait réussi à récupérer. Et puis un jour d'octobre 2024, j'ai décidé, assez. Je ne peux plus faire semblant. C'était un dimanche. Rob regardait le football dans le salon. Les enfants étaient dans leur chambre. Je suis entré, j'ai éteint la télévision et j'ai dit, il faut qu'on parle. Il m'a regardé, agacé. Elena, je regarde le match. Je veux divorcer. Silence. Il a cligné des yeux, a assimilé, puis il a ri un rire cruel et moqueur. Tu veux divorcer? Toi, Elena? Bon sang, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie sans moi? Tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Tu es une femme au foyer. Tu dépends de moi. Et à cet instant, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Comme si une porte s'était fermée et qu'une autre s'était ouverte. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti de la pitié. De la pitié pour un homme si arrogant qu'il ne voyait même pas sa propre chute. D'accord, Rob, ai-je dit calmement. Tu recevras les papiers. On se verra au tribunal. Je suis sorti de la pièce. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai texté Jessica, dépose maintenant. La bombe a explosé une semaine plus tard. Rob a reçu la notification légale à la maison. J'étais en train de travailler dans le bureau improvisé que j'avais installé dans la chambre d'amis quand je l'ai entendu hurler. Elena. Elena, descends ici tout de suite. Je suis descendu lentement. Il était dans le salon avec les papiers à la main, le visage rouge de rage. C'est quoi ça? A-t-il crié. Une demande de divorce contentieux avec requête de partage des biens, dommages pour détresse émotionnelle et détournement de fonds. Tu as perdu la tête? Non, ai-je répondu calmement. Je me suis réveillé. Tu n'auras rien, Elena. Rien. Cette maison est à moi. C'est moi qui l'ai payée. Je t'ai soutenu pendant 18 ans. Tu ne travailles pas. Tu n'as droit à rien. On verra, ai-je dit, et je suis remonté. Il a continué à crier pendant environ 10 minutes, puis il a claqué la porte et est parti. Il n'est revenu qu'au milieu de la nuit, ivre, et a dormi sur le canapé. À partir de là, ce fut la guerre ouverte. Il a engagé un avocat, une femme que j'ai appris plus tard être connue pour être agressive et utiliser des tactiques d'intimidation. Elle a essayé de m'appeler, je n'ai pas répondu. Elle a essayé de programmer des sessions de médiation, j'ai refusé. Tout passait par Jessica. Rob a commencé à vider le compte joint, à transférer tout ce qu'il pouvait sur un compte à son nom. Mais Jessica l'avait anticipé. Elle a obtenu une injonction gelant toute transaction supérieure à $100 sans approbation du tribunal. Il était furieux. Il a commencé à me menacer. Tu vas le regretter, Elena. Je vais te laisser sans un sou. Je vais prouver que tu es une parasite inutile qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Je vais te détruire.
Mais je n'avais plus peur parce que j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, la vérité et des preuves. Beaucoup de preuves. L'audience de médiation était prévue pour janvier 2025. Nous y sommes allés un mois, Jessica, Rob et son avocat. C'était dans une petite salle au tribunal. Le médiateur a essayé de nous faire parvenir à un accord. Rob a proposé 20% de la valeur de la maison. 20%. J'ai refusé. Il a monté à 30%. J'ai refusé à nouveau. Votre honneur, a dit Jessica au médiateur, ma cliente n'acceptera pas moins de 60% de l'ensemble des biens matrimoniaux, plus 150 000 $ en dommages pour détresse émotionnelle, plus une pension alimentaire de 3 000 $ par mois pendant 5 ans. L'avocate de Rob a failli s'étouffer. C'est absurde. Mon client a soutenu cette femme pendant 18 ans. Soutenu, a dit Jessica avec ce sourire acéré. Votre honneur, nous demandons que cela passe à une audience formelle devant un juge. Nous prouverons, document par document, qui a soutenu qui. Et c'est alors que le juge a fixé l'audience. Cette audience, celle qui a eu lieu 3 semaines plus tard, celle que vous avez déjà vue, celle qui a tout changé. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite. Quelque chose qui s'est passé la semaine avant l'audience. Rob a essayé de me racheter. Il s'est présenté à la maison un vendredi soir et a sonné. J'ai ouvert. Il tenait des fleurs et des roses rouges. Mon cœur n'a même pas accéléré. Je l'ai simplement regardé et j'ai pensé, trop tard. Elena, a-t-il dit, la voix presque douce. Il faut arrêter ça. Nous avons 18 ans ensemble. Nous avons des enfants. Nous avons une histoire. Recommençons. J'admets que j'ai fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais je t'aime encore. Nous pouvons réparer ça. J'ai pris les fleurs, je les ai regardées, puis j'ai parlé avec la voix la plus calme et la plus ferme que j'ai jamais eue. Rob, tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as utilisé. Tu m'as effacé. Tu m'as diminué. Tu as dépensé l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front pour payer ta maîtresse pendant que j'élevais tes enfants et que je tenais ta maison. Et maintenant que tu es acculé, maintenant que tu sais que tu vas tout perdre, tu arrives avec des fleurs et de jolies paroles. Non, je n'accepte pas. Je n'en veux plus. Je te souhaite bonne chance au tribunal. Tu vas en avoir besoin. Et j'ai refermé la porte devant lui. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience après ces 15 minutes de suspension, l'atmosphère avait complètement changé. Rob est entré la tête baissée, la cravate desserrée, en sueur. Son avocate avait l'expression tendue de quelqu'un qui sait qu'elle a perdu le contrôle de la situation. Je suis entré calmement, la tête haute, avec Jessica à mes côtés. Le juge était déjà assis. Il nous a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, « Continuons. Monsieur Foster, vous et votre conseil avez-vous eu le temps de réévaluer votre position ?» Son avocate s'est levée, a lissé sa veste et a essayé de reprendre le contrôle. Votre honneur, mon client reconnaît qu'il y a peut-être eu un malentendu concernant les contributions financières de la plaignante. Cependant, nous maintenons que le partage des biens doit suivre la norme légale pour les biens communautaires, 50-50e, et que. Conseillère, l'a interrompu le juge, le ton dénué de patience. Je vais être direct. J'ai passé les 15 dernières minutes à examiner les documents présentés par la défense de la plaignante, et j'ai quelques questions pour votre client. Des questions qui, selon les réponses, pourraient constituer non seulement une mauvaise foi procédurale mais des crimes plus graves. Êtes-vous conscient de cela, monsieur Foster ? Rob a dégluti difficilement et a hoché la tête. Silence. Monsieur Foster, j'ai posé une question. Oui, votre honneur, a marmonné Rob. Je l'ai fait. Vous l'avez déclaré comme personne à charge, comme quelqu'un sans revenu propre. Correct. Mais Madame Foster avait bien un revenu propre. Elle avait une entreprise enregistrée. Elle émettait des factures. Elle payait des impôts. Tout est documenté ici. Donc, vous avez sciemment déposé une déclaration fausse auprès de l'IRS. Savez-vous que cela pourrait constituer une fraude fiscale ? Le visage de Rob est devenu blanc. Son avocate a essayé d'intervenir, mais le juge a levé la main. Je n'ai pas fini. Deuxième question, selon ses relevés bancaires,
vous avez effectué des retraits en espèces au cours des 5 dernières années totalisant 190 000 $. Pouvez-vous expliquer à quoi cet argent a servi? Rob a ouvert la bouche, l'a refermée et a regardé son avocate. Elle a posé une main sur son bras, mais il paniquait clairement. C'était des dépenses personnelles, votre honneur. Des dépenses personnelles, a répété le juge. Votre honneur, a essayé son avocate, cela sort du cadre de cette audience de divorce. Non, ce n'est pas le cas, conseillère, a répliqué le juge. Parce que le partage des biens dépend de l'identification correcte du patrimoine matrimonial. Et s'il y a preuve que le défendeur a détourné des fonds matrimoniaux, cela affecte directement ce partage. Alors, Monsieur Foster, je vous repose la question, où est passé l'argent? C'est à ce moment que Jessica s'est levée. Votre honneur, si je puis me permettre, je crois que je peux aider à clarifier. Le juge lui a fait signe de procéder. Jessica a ouvert sa mallette et en a sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos. Elle les a posées une par une sur la table pour que tout le monde puisse voir. C'étaient des photos de Rob avec sa maîtresse, dans un restaurant, dans un hôtel, entrant dans son immeuble d'appartement, l'embrassant dans un parking de centre commercial. Et la dernière était une copie d'un contrat de location à 2 500 $ par mois au nom d'une certaine Camila Rodriguez, payé depuis le compte bancaire de Robert Foster. Votre honneur, a dit Jessica avec un calme meurtrier, le mari de ma cliente a détourné des fonds du compte joint pour entretenir une liaison extra-conjugale pendant au moins 3 ans. Il a payé le loyer de sa maîtresse, son abonnement à la salle de sport, ses dîners, hôtels et vacances, tout avec de l'argent qui aurait dû servir à sa famille. Et le plus grave, il l'a fait tout en accusant ma cliente d'être une profiteur qui n'a rien contribué. Le silence qui est tombé dans cette salle était si épais que j'entendais battre mon propre cœur. J'ai regardé Rob. Il était détruit. Pas physiquement, mais émotionnellement et psychologiquement, il était brisé. Toute l'arrogance avait disparu. La façade avait fondu. Il n'était plus qu'un homme pathétique, exposé, humilié. Et savez-vous ce que j'ai ressenti? Rien. Ni colère, ni satisfaction, ni pitié, juste un vide. Comme si j'avais fermé la porte d'une pièce de ma vie, et que maintenant cette pièce n'existait plus. Le juge a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux, les a remises et a regardé Rob avec une expression mêlant dégoût et épuisement. Monsieur Foster, en 35 ans sur ce banc, j'en ai vu beaucoup. Mais ce que vous avez fait ici aujourd'hui. Vous êtes venu dans un tribunal sous serment et vous avez menti sans vergogne. Vous avez diffamé votre femme. Vous avez tenté de voler une fortune qu'elle a aidé à construire. Vous avez détourné des fonds matrimoniaux pour entretenir une maîtresse. Ce n'est pas seulement de la mauvaise foi, c'est de la cruauté. Il s'est tourné vers l'avocate de Rob. Conseillère, je vais donner une dernière chance à votre client. Une seule chance. Soit il accepte une proposition de règlement équitable qui reconnaît la contribution de Madame Foster, soit je statuerai sur cette affaire sur la base de ce que j'ai vu ici aujourd'hui. Et je vous assure, le jugement ne sera pas favorable à votre client. Bien au contraire. En plus d'un partage disproportionné des biens, j'accorderai des dommages importants pour détresse émotionnelle, et je transmettrai des copies de cette procédure à l'IRS et au bureau du procureur. Est-ce clair? L'avocate a dégluti difficilement, a regardé Rob et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Il a hoché la tête, vaincu. Votre honneur, a-t-elle dit, pouvons-nous avoir quelques minutes pour parler avec la partie adverse? 5 minutes, a dit le juge. Utilisez les biens. Je suis sorti de la salle avec Jessica. Nous avons emprunté le même couloir jusqu'à la même petite pièce vide. Elle a fermé la porte et m'a regardé avec un sourire. Vous l'avez fait, Elena. Il est brisé maintenant. Nous n'avons plus qu'à conclure l'accord à nos conditions. 2 minutes plus tard, l'avocate de Rob a frappé. Elle est entrée l'air épuisé. Mon client est prêt à faire une offre, a-t-elle dit. Il accepte 60% des biens pour Madame Foster. Il accepte de payer 75 000 $ en dommages et une pension alimentaire de 2 000 $ par mois pendant 3 ans. Jessica m'a regardé. Je savais qu'elle me demandait 100 mots, est-ce suffisant? J'ai réfléchi. J'ai pensé aux 18 ans, aux nuits tardives à travailler, à l'argent volé, à l'humiliation, aux mensonges. Et puis j'ai dit, non. L'avocate a cligné des yeux. Que voulez-vous dire, non? 60% des biens,
150 000 $ en dommages, 3 000 $ par mois de pension alimentaire pendant 5 ans. Et il signe une déclaration à verser au dossier public reconnaissant que j'ai toujours travaillé, que j'ai contribué financièrement à la famille. Et que ces allégations lors de cette audience étaient fausses et diffamatoires. C'est non négociable. L'avocate a hésité. Je dois consulter mon client. Consulter, a dit Jessica, mais vous avez 3 minutes. Après cela, nous retournons et laissons le juge décider, et je vous garantis que ce sera bien pire pour lui. L'avocate est partie et est revenue 2 minutes plus tard. Il accepte. Et ce fut tout. À cet instant, dans cette pièce froide sans fenêtre du tribunal de Denver, j'ai gagné. Pas seulement le procès, j'ai regagné ma dignité. Nous sommes retournés dans la salle d'audience. Le juge a entendu les termes du règlement, les a fait consigner, puis il m'a regardé et a dit « Madame Foster, je veux que vous sachiez que des cas comme le vôtre sont bien plus courants qu'ils ne devraient l'être. Des femmes qui travaillent, qui contribuent, qui soutiennent, et qui sont effacées, rendues invisibles. J'espère que ce jugement servira de rappel que la justice peut être lente, mais elle arrive. Je vous souhaite le meilleur dans votre nouvelle vie. » J'ai souri et les remercié, et je suis sorti de ce tribunal la tête haute. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Alors que je quittais le palais de justice, descendant ces vieux escaliers en marbre, Rob m'a suivi. Il m'a rattrapé sur le parking. « Elena, attends. » Je me suis arrêté. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Il avait l'air ravagé. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient, et sa voix était étranglée. Je suis désolé pour tout. J'ai été un idiot, un lâche. Je t'ai traité horriblement. Je t'ai sous-estimé. Je t'aime encore, Elena. Est-ce qu'on ne pourrait pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas réessayer? Recommencer. Je romprai avec Camilla. Je changerai. Je te le promets, je changerai. Et savez-vous ce que j'ai ressenti en entendant ça? De la pitié. Une pitié profonde et profonde, parce qu'il croyait vraiment pouvoir réparer 18 ans d'abus émotionnels et financiers avec une excuse désespérée sur un parking. J'ai pris une profonde inspiration et puis j'ai dit, avec tout le calme du monde, « Rob, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais l'idée d'avoir une femme qui te servait, qui te soutenait, qui était assez invisible pour que tu puisses faire ce que tu voulais sans conséquence. Mais cette femme n'existe plus. Je ne suis pas elle, et je ne veux pas l'être. Donc non, nous n'allons pas réessayer. Nous ne recommençons pas. Nous sommes bel et bien finis. Et j'espère que tu trouveras la paix très, très loin de moi. » Je lui ai tourné le dos et je suis parti. Et quand je suis monté dans ma voiture, quand j'ai fermé la porte et saisi le volant, j'ai enfin laissé couler les larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération. J'étais libre.